Axel a 22 ans. Elle est aide-soignante à domicile. Et derrière son quotidien bien rempli, elle vit avec une endométriose et une adénomiose. Les douleurs, les ballonnements, les règles hémorragiques, l'errance médicale, tout ça, Axel le traverse depuis des années. Dans cet épisode, elle raconte sans filtre ses premiers symptômes, ses doutes, l'IRM qui l'a complètement perdue, mais aussi le soulagement de mettre enfin des mots sur ce qu'elle ressentait. Elle partage aussi ce qui l'aide, l'alimentation anti-inflammatoire, le pilate, des petites choses pour mieux vivre son quotidien de jeune soignante. On parle de douleur, bien sûr, mais aussi d'émotions. La honte, la peur, l'impression de ne pas être crue, la solitude, mais aussi la force qu'elle retrouve peu à peu. Dans cet épisode, on parle de douleurs gynécologiques, de règles abondantes, de santé mentale et de charges émotionnelles liées à l'errance médicale. Si certains passages de l'épisode sont sensibles pour vous, écoutez à votre rythme. Vous êtes sur État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. Excellente écoute. Je m'appelle Axel, j'ai 22 ans. Je suis aide-soignante en soins à domicile. J'ai obtenu mon diplôme il y a 2 ans et demi. Voilà, je suis très heureuse dans mon métier, mais c'est vrai que c'est pas facile tous les jours. La première fois que j'ai entendu parler de l'endométriose, c'était durant mon adolescence. En fait, moi, ma grand-mère maternelle a eu de l'endométriose quand elle était jeune. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à avoir mes règles, je les ai eues à 13 ans. Donc assez tôt, parce qu'en général, c'est quand même un peu plus tard. Donc je les ai eues assez tôt et j'ai vite eu des douleurs, très souvent, et des grosses douleurs. Et c'est vrai que quand j'en parlais avec ma grand-mère, elle m'avait parlé de l'endométriose, elle m'avait dit que elle l'avait eu et que ça lui faisait énormément de douleurs et des ballonnements, parce que c'est vrai que moi, c'est vraiment un des premiers symptômes qui m'a alertée, c'est vraiment les ballonnements. Je trouvais ça horrible en fait, parce que c'était tout le temps, je comprenais pas pourquoi, du coup je faisais très attention à ce que je mangeais, mais malgré tout ça, ça passait pas. Et j'ai très vite eu des règles très hémorragiques. Donc c'est vrai que je me posais pas mal de questions et du coup j'en avais parlé avec ma grand-mère. Donc c'est elle en premier lieu qui m'a vraiment parlé de l'endométriose, mais c'est vrai que moi ça m'a pas mis plus que ça la puce à l'oreille. Au niveau de mon parcours médical, mes premiers symptômes, ça a été du coup, comme je l'ai dit précédemment, les règles vraiment abondantes, très vite, les douleurs au bas-ventre. Au niveau des ovaires, c'était vraiment très très douloureux et c'était pas que pendant les règles, c'était parfois avant et parfois après. Il y avait vraiment les ballonnements. Ça a été vraiment très très dur pour moi parce que du coup je pouvais pas m'habiller comme je le voulais. Dès que je mangeais, je savais que mon ventre allait gonfler et des fois ça commençait à gonfler sans que je n'ai rien mangé en fait. Je me réveillais le matin et j'avais déjà un ventre énorme. Et c'est vrai que sur ma perception de moi et de mon corps, ça a été très très compliqué. Donc voilà, c'est vraiment moi les premiers symptômes que j'ai vraiment vus. Le premier rendez-vous médical que j'avais eu par rapport à l'endométriose, c'était avec mon médecin traitant. J'étais vraiment très très douloureuse à ce moment-là et j'ai dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, je sentais qu'il y avait quelque chose de pas normal et du coup j'ai demandé à ma mère qu'on prenne rendez-vous chez mon médecin traitant pour lui en parler de mes douleurs, de mes règles et surtout des ballonnements qui moi me gênaient vraiment beaucoup au quotidien. Et en fait, il m'a conseillé de faire une échographie endovaginale. Du coup, ça c'était, si je me trompe pas, à l'âge de mes 16 ans. Donc du coup, j'ai fait mon échographie endovaginale. Il n'avait rien vu sur l'échographie. Donc du coup, on s'est arrêté là. Vraiment, on ne m'a rien dit de spécial. On m'a dit que sûrement je faisais une intolérance au lactose ou au gluten, que c'était assez courant et que voilà, c'était rien de grave, quoi. Ça s'est fini comme ça, donc c'est vrai que moi, j'ai pas cherché plus loin non plus. Voilà, j'ai écouté les médecins, j'étais encore jeune, donc on fait confiance aux médecins. Maintenant, j'ai grandi, j'ai pris de l'expérience, donc c'est vrai que maintenant, je fais pas forcément attention à tout ce que me disent les médecins parce que j'ai pas forcément confiance. J'écoute vraiment mon corps, mais c'est vrai que à ce moment-là, je me suis vraiment dit que j'étais intolérante au lactose, au gluten et qu'il y avait pas d'autres soucis. Quelques années après, tous ces symptômes ne passaient pas. J'avais des règles de plus en plus abondantes. Je perdais des fois des caillots de sang. Des fois, c'est maintenant tout le temps.
quand j'ai eu mes règles. Du coup, ça me fatiguait beaucoup parce que forcément, on a dû me mettre sous fer parce que du coup, j'étais anémiée, comme je perdais énormément de sang. Après ça, je sais qu'il y a aussi des femmes qui n'ont pas forcément l'endométriose qui sont anémies en fer à cause des règles, mais moi, c'était vraiment très abondant. Les douleurs continuaient, j'avais de plus en plus de crises. Enfin, en tout cas, quand j'avais les crises, c'était vraiment très handicapant pour moi. J'étais fatiguée, j'avais vraiment besoin de beaucoup de sommeil, mais c'est vrai que la fatigue ne me mettait pas encore trop la puce à l'oreille à ce moment-là. J'ai décidé de reprendre rendez-vous chez mon médecin traitant pour lui reparler de symptômes, que c'était compliqué à gérer pour moi. À la suite de ça, il m'a dit que ce serait bien pour moi de prendre la pilule, et sans trop d'explications finalement. Du coup, j'ai été mise sous pilule. Du coup, ça ne m'a pas vraiment soulagée. Ça m'a juste, du coup, retiré mes règles. C'était une pilule en continu Optimisette. Et en fait, avant de prendre Optimisette, quand j'ai eu mon rendez-vous avec mon médecin, il m'avait prescrit la pilule Lilou, qui m'avait rendue, du coup, très malade. Et en fait, je la supportais pas du tout. Et du coup, en plus, elle m'avait fait prendre beaucoup de kilos. Donc du coup, j'ai arrêté la pilule, j'en ai pas pris du tout pendant plusieurs mois. Et après, il est arrivé un événement dans ma vie où du coup, j'ai été obligée de reprendre la pilule. Du coup, on m'a mis sous pilule en continu. Et j'avais bien précisé que j'avais beaucoup de douleurs et que je voulais vraiment une pilule sans oestrogène pour pas avoir d'effets secondaires, les effets secondaires qui sont assez fréquents et quand même assez chiants, on va pas se mentir. Donc, on m'a donné la pilule Optimisette. Je suis restée sous cette pilule pendant un peu moins d'un an. Et c'est vrai que du coup, elle m'a complètement coupé mes règles. Du coup, c'est vrai qu'au niveau des douleurs, je sentais pas vraiment de différence. Mais du coup, c'est sûr que comme je perdais plus du tout de sang, il y avait déjà ce côté-là en moins. Au fil des mois, j'ai commencé à vraiment ressentir d'autres symptômes. Vraiment une fatigue chronique énorme. J'étais tout le temps fatiguée malgré le fait que je dormais 10 heures, 11 heures, des fois 12 heures par nuit. Après, je sais que quand on dort trop, ça peut faire l'effet inverse, on peut se sentir encore plus fatigué. Mais en général, j'avais quand même des grosses nuits de sommeil, des bonnes nuits de sommeil, et j'étais vraiment tout le temps fatiguée. Donc ça, c'était vraiment très handicapant, surtout quand j'ai commencé à travailler. Ensuite, il y a eu aussi les envies fréquentes d'aller et très pressantes d'aller faire pipi. Et ça, c'est vraiment handicapant dans la vie de tous les jours. Et surtout au jour d'aujourd'hui, ça c'est vraiment un symptôme très important pour moi en ce moment. Et du coup, suite à tout ça, je me suis dit que j'allais prendre rendez-vous avec un spécialiste dans l'endométriose. J'ai trouvé un gynéco spécialisé dans l'endométriose. Donc du coup, j'ai eu un rendez-vous avec lui. Et c'est vrai que j'étais très stressée parce que là, c'est vrai que on parlait pas d'un médecin traitant, on parlait d'un spécialiste dans l'endométriose. C'était la première fois que j'allais en voir un. Du coup, je me suis dit, si ça se trouve, on va enfin me dire ce que j'ai. On va enfin me poser un diagnostic qui va m'éclairer sur tous mes symptômes. Et en fait, j'attendais que ça, quoi. Et en même temps, du coup, j'ai été super stressée. Et en fait, du coup, j'ai passé le rendez-vous. Il m'a fait une échographie du coup endovaginale. Et directement, il a eu une réaction. Il m'a dit qu'en fait, il n'y avait pas de doute. Et en fait, du coup, il y a eu un moment de blanc et En fait, j'ai commencé à pleurer. Et il m'a posé des questions et je lui ai expliqué qu'en fait, je me sentais super soulagée qu'enfin on me dise et qu'on le voit directement en fait et qu'on me le dise que en fait j'avais raison, que non j'étais pas folle et que tous ces symptômes en fait c'était pas dans ma tête et qu'il y avait bien quelque chose qui n'allait pas et que c'était dû du coup à l'endométriose quoi. Donc du coup c'est vrai que j'étais triste mais en même temps très soulagée franchement de pouvoir poser des mots sur la maladie et sur tous les symptômes qui m'handicapent depuis des années. C'est à partir de ce moment-là aussi que je me suis rendu compte que les médecins d'avant, en fait, c'est vrai que maintenant, on n'est pas encore bien formé là-dessus, sur cette maladie, etc., même si ça commence à aller mieux. Mais je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, on avait un peu pris ça à la légère.
Donc pour moi, oui, je considère que j'ai été dans une errance médicale pendant plusieurs années, ouais, je pense. Sauf qu'en fait, par la suite, ce gynéco m'a dit on va faire une IRM pour confirmer le diagnostic, mais il m'a dit moi j'ai pas de doute. Et en fait, je suis allée faire mon IRM et à l'IRM, ils n'ont rien vu, donc ils m'ont dit vous n'avez rien madame, vous pouvez rentrer chez vous. Et en fait, bah pareil, là c'était les montagnes russes, donc du coup j'étais super déçue. J'étais très triste quand je suis sortie du rendez-vous, bah j'ai pleuré parce qu'en fait bah un jour on me dit que je l'ai, un jour on me dit que je l'ai pas. C'est vrai que j'ai été tellement soulagée quand on m'a dit que c'était ça et que là quelques jours après on me dise que non parce qu'on le voit pas. Enfin pour moi vraiment je ne comprenais pas du tout. Donc du coup j'étais pas très très bien, ça a été compliqué. J'ai du coup repris rendez-vous chez un autre spécialiste dans l'endométriose. Et là, c'était pas un gynéco, c'était un chirurgien. Et en fait, lui m'a vraiment... Enfin, il m'a examiné, il a pris le temps, il m'a posé beaucoup, beaucoup de questions. Il y a vraiment une partie du rendez-vous, en fait, de l'entretien, c'est vraiment beaucoup de questions. Parce qu'en fait, le côté symptômes compte énormément pour eux pour poser le diagnostic, en plus, bien sûr, des examens. Mais c'est vrai qu'avec tout ce que je lui ai expliqué, plus l'examen qu'il a fait... il l'a vu directement, en fait, que du coup, moi, c'est de l'adénomiose que j'ai. Et du coup, ce jour-là, bah, j'ai enfin été fixée. Voilà, c'est de l'adénomiose. Donc, c'est vrai que j'ai été soulagée aussi. J'ai beaucoup évolué, je trouve, depuis que on m'a dit que j'avais de l'endométriose. Je me suis beaucoup renseignée. J'ai pris contact avec une diététicienne. J'ai mis en place une alimentation anti-inflammatoire qui m'a vraiment beaucoup aidée. Franchement, j'ai vu une immense différence avec l'alimentation en fait. Et c'est vrai que ça soulage vraiment beaucoup. Il y a aussi le sport. Moi, je fais beaucoup de pilates. Et c'est vrai qu'en fait, c'est vraiment un sport qui est doux. Ça prend pas beaucoup de temps. Ça ne fatigue pas trop. Et en fait, bah, c'est vrai que moi, je me mettais une pression parce que fallait que je fasse du sport tout le temps, tout le temps. Et sauf qu'en fait, bah, moi, les sports que je faisais, c'était beaucoup trop violent pour mon corps. Donc en fait, ça n'avait aucun bénéfice. Et du coup, bah moi, je comprenais pas, j'étais perdue. Et depuis que j'ai commencé le Pilates, ça me fait vraiment énormément de bien, que ce soit sur le plan physique ou mental. Donc combiné avec l'alimentation anti-inflammatoire, franchement, je trouve que ça va quand même mieux en général. Bien sûr, j'ai toujours des crises, c'est toujours handicapant, mais ça va quand même mieux qu'un temps. Faut savoir aussi que moi, du coup, j'ai pris la décision d'arrêter la pilule en début d'année 2025. Donc, du coup, ça faisait 2 ans que j'étais sous pilule, en continu. Et en fait, moi, enfin, moi, de base, je suis contre la pilule. Et bon, bien sûr, là, je n'avais pas trop le choix. Du coup, c'est ce qu'on n'arrêtait pas de me répéter. Faut prendre la pilule en continu, madame. Mais j'ai pris la décision de l'arrêter. Je suis allée voir mon médecin traitant et je lui ai expliqué mon avis par rapport à tout ça. Et en fait, il m'a dit que c'était une bonne idée et que fallait de toute façon que j'écoute mon corps, que je pouvais très bien essayer d'arrêter la pilule pour voir comment je me sens par rapport à mon endométriose et aussi sur le reste et voir en fait si c'est bénéfique pour moi ou pas. Et que voilà, il m'a dit ça coûte rien d'essayer, c'est une très bonne idée. C'est ce que j'ai fait et maintenant bah ça fait presque 9 mois que j'ai arrêté la pilule et je pense que ça a énormément joué sur le fait enfin sur tous les symptômes aussi que j'avais qui étaient très forts quand j'avais la pilule et franchement là ça va beaucoup mieux. Là, que ce soit au niveau de la fatigue, au niveau aussi j'avais beaucoup de brûlures pendant les rapports sexuels, j'avais très mal. Donc ça, bien sûr, c'est un des effets secondaires de la pilule. Ça peut aussi être l'endométriose, mais je sais que la pilule jouait beaucoup. Et franchement, je regrette pas du tout. Franchement, je pense que ça a vraiment joué. Donc franchement, avec tout ça, je trouve que ça va quand même mieux au quotidien. Après, c'est vrai qu'avec mon travail, c'est assez compliqué quand en fait je suis en crise. Malheureusement, les crises, on peut pas les prévoir. Donc des fois, je suis en repos et j'ai aucune douleur. Et en fait, quand il faut aller au travail, j'ai une crise qui se déclenche pendant 3 jours sur mes 3 jours où je dois travailler. Et du coup, c'est très compliqué. J'ai mis certaines choses en place. J'ai acheté des patchs chauffants, des patchs électrostimulants qui me soulagent beaucoup, surtout
Comme moi, je suis en soins à domicile, du coup, je suis en voiture souvent. Donc, ça me permet de pouvoir les mettre sur moi, que ce soit une bouillotte. Quand je pars le matin, je peux la laisser un peu sur moi pendant que je suis dans la voiture. Ma ceinture avec les patchs électrostimulants, je peux les mettre aussi. Ça me soulage. Des fois, il n'y a rien qui soulage. J'ai beau tout essayer, tout faire, même prendre des médicaments. Ça me soulage pas du tout. Mais dans la plupart des cas, j'arrive à gérer, j'arrive à prendre sur moi. Mais c'est vrai que je ressens énormément en fin de crise ou en fin de journée de travail où j'ai eu mal au ventre. Je ressens en fait toute la fatigue qui retombe et je sens que mon corps il n'en peut plus en fait et que il a vraiment besoin de repos quoi. Donc c'est vrai que j'arrive vraiment à m'écouter parce que moi j'ai énormément de mal à pas bouger, à pas quand j'ai des choses à faire pour moi faut que ce soit fait. Sinon je me sens pas bien et en fait là maintenant j'ai vraiment pris du recul et j'écoute mon corps quand je sais que j'ai une crise, je sais qu'il va me falloir des fois 1 à 2 jours entiers de repos pour que mon corps récupère. Après, par rapport à la vie sociale, je sais que c'est très compliqué parce que je pense vraiment qu'il y a une grosse corrélation aussi entre le stress et les douleurs, enfin les crises d'endométriose. Moi, je sais que vraiment, enfin, j'arrête pas de le répéter souvent à mes proches. Je dis que ça m'énerve parce que, en fait, quand mes crises se déclenchent, c'est toujours au pire moment. C'est-à-dire que des fois, quand j'ai rien de prévu, que je suis chez moi et que j'ai rien à faire, je n'ai pas mal. Mais dès que je vais voir des amis, que j'ai une soirée de prévue ou que je dois aller faire quelque chose, là, une crise se déclenche. Et j'arrive pas à comprendre vraiment pourquoi, parce que je vois pas forcément de facteur déclencheur, mais c'est vrai que je pense qu'il y a vraiment une partie psychologique. Et c'est vrai qu'au niveau de la vie sociale, c'est compliqué parce que entre la fatigue, ou des fois, bah, c'est pas que j'ai pas envie de sortir ou j'ai pas envie de voir mes amis, mais c'est juste que je peux pas quand mon corps il me dit non, il me dit stop, là, je peux pas, quoi. Enfin, c'est pareil, il y a des jours où je peux même pas me lever pour faire la vaisselle, il y a des choses que je dois faire, mais je sens que mon corps, il peut pas, quoi. Donc, en fait, faut s'écouter, on n'a pas trop le choix, quoi, même si c'est pas facile, parce que des fois, nous aussi, on aura besoin de temps pour nous, de faire les choses qu'on a à faire et de sortir et de se changer les idées, mais faut aussi écouter notre corps, quoi. L'incompréhension des proches, au début, je l'ai vraiment beaucoup ressenti auprès du coup de ma famille, donc sauf ma grand-mère maternelle du coup comme elle l'avait paternelle pardon comme elle l'avait vécu. Elle était vraiment très compréhensive donc ça me faisait beaucoup de bien d'en parler avec elle parce qu'elle comprenait. Mais c'est vrai qu'au niveau du reste de ma famille, c'était pas vraiment. En fait, je sentais vraiment qu'ils ne comprenaient pas en fait pas la gravité mais l'importance de cette maladie et comment c'est handicapant vraiment tous les jours en fait. Parce que même les jours où j'ai pas forcément mal, c'est handicapant sur autre chose, c'est-à-dire sur la fatigue ou sur juste le fait que je fais pipi avant de partir quand je dois aller quelque part et j'arrive à l'endroit. Sur la route, j'ai déjà une envie horrible de faire pipi quoi et enfin il y a plein de choses comme ça et c'est vraiment des choses où je me suis rendu compte que qu'ils ne comprenaient pas. Maintenant, avec le temps, ça va mieux parce qu'ils se sont aussi renseignés de leur côté. Moi, j'ai pu leur expliquer. Ils ont vu aussi, ils m'ont vu avoir des crises. Ils se sont rendus compte comment c'était fort. Donc voilà, je pense qu'ils ont pris un peu plus conscience des choses. Mais c'est vrai que dans un premier temps, je me suis pas forcément sentie très comprise. Après, c'est pareil au niveau du cercle d'amis. Je sais que qu'on n'a pas forcément compris quand je ne pouvais pas sortir, quand je disais au dernier moment que je pouvais pas venir. Parce que, en fait, bah, les gens sont pas assez renseignés là-dessus. Et en fait, je pense qu'ils se rendent vraiment pas compte que, bah oui, en fait, au dernier moment, tu peux ne pas pouvoir sortir, quoi. Voilà, ça va beaucoup mieux. Je sensibilise beaucoup mon entourage. J'essaie au maximum d'expliquer pour qu'ils comprennent bien. Quand je repense à mon parcours, l'émotion qui ressort le plus, je vais séparer en deux parties parce que du coup, il y a surtout le parcours avant le diagnostic. Voilà, tous les rendez-vous médicaux, comme j'expliquais tout à l'heure. En fait, moi, l'émotion qui ressort le plus, c'est vraiment... ouais, c'est un mélange de colère et de déception un peu, en fait, des différents avis des soignants, qu'un jour on me dit noir, le lendemain on me dit blanc. Ça, c'était vraiment très dur à gérer. Et en fait, bah, c'est vrai que pour moi, on me prenait vraiment à la légère, alors que moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'est vrai que mettre autant d'années pour enfin
avoir un diagnostic, voilà, c'est vrai que ça ressort beaucoup de colère et de déception. Maintenant ça, enfin, je suis soulagée. J'ai trouvé des professionnels spécialisés qui sont formés vraiment là-dedans. Et après, pour l'autre partie, du coup, après euh, le diagnostic, c'est vrai que moi, je dirais, enfin, franchement, c'est pas vraiment une émotion, mais de la force, parce que je trouve personnellement avec mon parcours que j'ai beaucoup appris et que j'écoute vraiment beaucoup mon corps pour essayer de faire au mieux. Et en fait, voilà, je trouve que ça rend fort, ça renforce, et en fait, faut apprendre à vivre, changer ses habitudes, changer son mode de vie avec cette maladie. Mais je trouve que tout ça, ça renforce vraiment une personne. Après, oui, j'ai traversé des moments de découragement, ouais, beaucoup même, surtout quand j'ai des crises et que, par exemple, je suis seule, ou dans mes premières crises, on est très très concentré sur la douleur, mais c'est vrai que en fait on se rend compte après la crise comme l'intensité en fait des douleurs, et c'est vrai qu'en fait maintenant j'ai l'impression d'être résistante à la douleur. Qu'il y a eu un moment où en fait on prend pas vraiment conscience de l'intensité des crises, des coups de couteau dans le ventre, des coups d'aiguille dans le ventre. Vraiment, c'est vraiment des douleurs vraiment à part. Et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte. Moi, je sais par exemple que quand je me mets une bouillotte pour me soulager, je mets une bouillotte vraiment brûlante sur ma peau, et en fait, la chaleur me soulage tellement la douleur. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça me brûlait la peau. Et sauf que bah ça, je le sentais pas du tout au début, parce qu'en fait, j'avais tellement mal que du coup, la chaleur, en fait, me masquait la douleur de la crise. Et du coup, je me concentrais que sur la chaleur, mais je sentais même pas que ça c'était en train de me brûler la peau, en fait. Enfin, c'est un exemple, mais il y a vraiment eu beaucoup de choses comme ça, et c'est vrai que bah en fait c'est décourageant, et ça a été j'ai eu vraiment des moments de tristesse en me disant qu'en fait en réalisant que je vais avoir ça toute ma vie, et qu'en fait quand je vais avoir des crises, voilà, moi je redoute toujours à l'avance la prochaine crise qui va être si forte que je pourrai pas marcher, que je pourrai plus parler, que va falloir que peut-être que j'aille au travail mais je ne pourrai pas. Enfin vraiment, c'est en fait on l'attend, on sait pas quand est-ce que ça va arriver, ça met une pression. Voilà, faut prendre du recul, essayer de relativiser, même si c'est très dur. Moi je dis ça, mais je sais que j'arrive pas forcément à le faire tout le temps. Donc c'est vrai qu'on a forcément des moments de découragement. Mais je pense qu'avec le temps, quand on y fait attention, qu'on écoute son corps et qu'on essaie de trouver pas des solutions, parce qu'en soi, il y en a pas, mais des moyens de soulagement, je pense que ça peut quand même aller mieux. Ce qui est très dur aussi, c'est de réaliser, moi je me le dis beaucoup et c'est très très dur pour moi, qu'en fait j'ai 22 ans et j'ai l'impression d'être coincée dans un corps d'une personne âgée de 80 ans. Et en fait, c'est hyper dur au quotidien parce que j'essaie de me battre, de faire du sport, de marcher, d'aller travailler, de mettre des choses en place pour atténuer les crises, pour atténuer les douleurs. Mais en fait, tout ça, des fois, une simple tâche me demande tellement de force et d'énergie que, en fait, j'ai l'impression que je vais m'écrouler, j'ai l'impression que mes jambes ne tiennent plus, j'ai mal partout, alors que y a pas de raison. En fait, tu te rends compte que t'as un putain d'handicap, et que en fait c'est hyper dur à gérer quand en fait t'es prise, parce qu'en fait on a nos moments, je pense toutes, où on est vraiment dans la négativité, parce qu'on peut pas toujours être positif par rapport à cette maladie. Donc finalement tout ça je le mettrais dans un moment de solitude, parce qu'en fait malheureusement c'est humain, et je pense que on doit pas s'en vouloir aussi de penser comme ça, parce que c'est tellement dur que des fois en fait on est découragé, et en fait on se retrouve un peu seul dans une spirale infernale où on se dit qu'en fait que ça n'ira pas, que comment on va faire pour passer une vie entière comme ça, que qu'on n'est même pas capable de passer l'aspirateur, de d'aller marcher, de faire 15 minutes de sport, de voilà, en fait
on a des pensées comme ça qui tournent, en fait hyper négatives, et ça nous enferme un peu dans une bulle où on se dit mais en fait c'est impossible quoi, comment on va faire pour y arriver, et après ça passe. Mais voilà, il suffit qu'il y ait un mot de quelqu'un, un appel qui fait du bien, ou une crise qui s'atténue, ou voilà, peu importe, mais quelque chose qui nous fait un peu redescendre et revenir à la réalité. Mais on a tous nos moments, je pense, comme ça, et c'est vrai que quand ça arrive, c'est vraiment très dur. Mais voilà, je voulais préciser que voilà, que c'est normal, vraiment, c'est normal, c'est ok d'avoir ces moments comme ça. C'est très dur, c'est pas drôle, on a l'impression que ça n'ira jamais, que ça n'ira plus, que ça n'ira pas. Mais si ça va aller, c'est passager, et il faut vraiment se dire que on est plus fort que la maladie. Vraiment, j'espère que ça encouragera certaines, parce que je sais que c'est pas facile. Moi, je sais que quand j'ai eu le diagnostic de posé, j'étais avec mon copain, avec qui je suis actuellement. Il est extrêmement compréhensif. Il est extrêmement attentif à tout ce que je ressens. Et donc, en fait, même si autour, j'allais pas forcément me confier par rapport à ça, je sais que lui, il était là, donc j'ai pas vraiment ressenti de moments de solitude. Franchement, il y a une personne, bon, je dirais mon copain, vraiment, il a été vraiment très présent, surtout pendant mes crises. Je sais que moi, c'était très compliqué pour moi au début, parce que quand je faisais des grosses crises et que je devais aller travailler, en fait, des fois, je pouvais pas parce que j'étais vraiment trop fatiguée, trop hachée, j'avais trop mal. Des fois, je sais que j'ai dû rentrer. J'avais pas le choix. Je sais que des fois, il a dû venir me chercher parce que je pouvais pas conduire. Et en fait, ouais, il a toujours été là, et pour moi, c'était difficile de pas pouvoir être capable de finir une journée de travail, ou des fois des journées où voilà, j'aurais pu faire des choses à la maison et que je ne pouvais pas. Et en fait, moi, je lui ai expliqué que c'était très frustrant pour moi de pas pouvoir faire des tâches aussi faciles entre guillemets. Alors que j'ai seulement 22 ans, et en fait il a toujours été là, il a toujours su trouver les bons mots pour voilà, me redonner un peu confiance et me dire que ça allait aller, que c'est passager, que ça ne durera pas, et que voilà, je dois prendre du temps pour moi quand ça arrive. Si je sens que mon corps ne peut pas suivre, et je me repose, et c'est tout. Et c'est vrai que ça fait du bien. Après, je sais que il y a des personnes aussi qui sont seules. Et franchement, si on ne parle pas de personne physique qui est là, moi franchement, ce qui m'a aidé, c'est vraiment de me renseigner. Et du coup, suite à mes renseignements, c'est vraiment avoir le rendez-vous avec la diététicienne qui m'a vraiment expliqué. C'était une diététicienne spécialisée dans l'endométriose, qui m'a vraiment expliqué tous les aliments. Il y avait beaucoup de choses que je savais, mais il y avait énormément de choses que je savais pas non plus. Et qui m'a expliqué vraiment tous les aliments, en fait, anti-inflammatoires, les choses à faire, les choses à ne pas faire. J'ai vraiment appris beaucoup, et c'est vrai que maintenant j'ai fait beaucoup plus attention. Ça m'a énormément soulagée. Il y a aussi le sport. Je sais que, si vous avez les moyens de prendre, par exemple, des cours, je sais que c'est plus motivant pour certaines de faire ça en groupe, que ce soit du pilates, du yoga, de la méditation, etc., ou même quand on ne connaît pas forcément. C'est toujours plus simple, voilà, de peut-être commencer avec un coach, ou de prendre un abonnement dans une salle, voilà, pour être avec d'autres gens. Mais c'est vrai que moi, j'ai commencé à la maison. Et franchement, c'est bien parce que ça me laisse aussi le temps de, voilà, de s'il y a une journée où je suis trop fatiguée, ou que j'ai que j'ai autre chose à faire, ça veut dire que du coup, je suis pas obligée de me dire ah mince, je devais aller faire ma séance aujourd'hui et je n'ai pas pu, ou je peux pas, etc. Et de culpabiliser après. Là, comme je suis à la maison, je le fais quand je veux. Donc c'est ça aussi qui est bien. Mais franchement, le pilates, c'est vraiment un sport doux. Faut pas en fait forcer votre corps à donner plus que ce qu'il peut donner. Et c'est vrai que moi, ça fait vraiment beaucoup de bien. La sensibilisation, voilà, se renseigner. Il y a aussi beaucoup de groupes de soutien. Moi, je sais que je ne suis pas allée dans un groupe de soutien ou quoi que ce soit, mais je sais que ça peut faire beaucoup de bien à certaines. Mais voilà, faut pas se dire que si il y a une journée qui est mauvaise, ou des fois 2 jours, 3 jours, parce qu'on est en crise, on a le moral à zéro, on n'en peut plus. C'est pas parce que pendant 3 jours on n'est vraiment pas bien que toute notre vie va mal. Faut vraiment garder les bons moments, et se dire que c'est passager. Les crises ne durent jamais toute la vie. Bien sûr, c'est régulier, c'est souvent, c'est embêtant. Et encore, moi, je parle pour moi.
Je sais qu'il y a des femmes où c'est bien pire et que c'est vraiment beaucoup plus régulier. La maladie de l'endométriose, elle m'a appris vraiment à écouter mon corps, à écouter aussi mon mental, parce qu'il y a aussi vraiment la partie stress et vraiment mental quoi, qui joue beaucoup. Aussi, en fait, tout est un peu lié, quoi, que ce soit le stress, le sommeil, l'alimentation, tout ça, ça joue sur les douleurs, sur les crises. Cette maladie, elle m'a vraiment appris que j'avais beaucoup de force en moi et aussi beaucoup de résilience. Voilà, par rapport à tout ça, j'arrive quand même à être réfléchie, même si c'est pas facile, à faire la part des choses pour vraiment écouter mon corps et dire stop quand il faut. Si j'ai un message à adresser à une femme qui vient d'apprendre qu'elle a l'endométriose ou même l'adénomiose, je lui dirais que c'est très dur, que si elle a besoin de pleurer, elle pleure, que si elle a besoin de prendre du temps pour elle, pour assimiler l'information, c'est normal. Faut vraiment s'écouter. Pour moi, c'est vraiment la règle numéro 1 que j'ai vraiment apprise depuis que j'ai eu le diagnostic de l'endométriose. C'est vraiment la règle numéro 1. Faut s'écouter, écouter son physique et son mental. Faut pas se négliger, faut vraiment être douce avec son corps. Donc voilà, si elle a besoin de prendre du temps, c'est normal, faut qu'elle le fasse. Et après, en fait, il faut se mettre un peu en mode guerrière, je dirais, pour faire face à la maladie et vraiment en apprendre le plus possible pour pouvoir gérer au mieux. Même si on a l'impression au début que c'est un peu insurmontable, que qu'il y a énormément d'informations, qu'on ne sait rien, qu'on ne saura jamais tout. Il faut vraiment se sensibiliser, apprendre des choses, parler avec des femmes qui ont l'endométriose ou l'adénomiose, vraiment partager les parcours de chacun et de chacune pour vraiment s'aider entre nous quoi et comprendre les symptômes, se retrouver dans les symptômes d'une autre personne. Ça fait beaucoup de bien et trouver des moyens d'apaisement à tout ça. Mais c'est très dur, faut pas le nier, c'est très difficile, mais c'est pas insurmontable. Concernant la société, j'aimerais que la société comprenne. Moi, de mon avis, il faudrait vraiment beaucoup plus d'aide déjà. C'est très important, genre beaucoup plus d'aide pour les femmes atteintes d'endométriose ou d'adénomiose, peu importe le stade, parce que je sais qu'il y a des femmes, qu'elles soient au stade 1 ou au stade 4, parfois les symptômes sont les mêmes. En fait, le stade ne veut entre guillemets rien dire par rapport aux symptômes de la femme qui est atteinte de l'endométriose. Un stade 1 peut faire aussi autant de douleur qu'un stade 4. Des fois, il y a des femmes de stade 4 qui vont pas avoir forcément énormément de douleur comme on peut le penser quand on voit stade 4. Et pas forcément. C'est surtout en fait les stades par rapport à comment est propagée l'endométriose ou l'adénomiose, où est-ce qu'elle est située, etc. Mais voilà, pour moi, il faut faire une généralité et les femmes qui sont atteintes d'endométriose ou d'adénomiose, il faut des aides, des aménagements pour le travail. Moi, je sais que je suis dans un domaine où j'aurai toujours du travail et je suis dans un domaine, là, je suis dans une association qui est assez compréhensive. Donc, j'ai pu, entre guillemets, aménager mon travail sans avoir d'aide. Mais pour les femmes qui ont des métiers où c'est beaucoup moins ouvert, où c'est beaucoup plus compliqué, en fait, ces femmes-là, moi, je les plains parce que pour moi, elles devraient avoir d'office des aides pour pouvoir vraiment aménager leur travail, parce que moi, je vois plein de femmes sur les réseaux sociaux, en fait, qui sont obligées de quitter leur travail, qui ne savent pas comment elles vont faire pour retrouver un travail, quelque chose qui va en fait coller avec leur endométriose, quoi. Donc pour moi, ça c'est vraiment très très important de prendre en compte ça. Je pense que ce serait bien de plus sensibiliser autour de nous, de plus en parler, parce qu'il y a énormément de personnes qui ne comprennent pas. Et je sais que dans mon cas, ça l'a été pour certaines femmes. Comme les gens ne sont pas assez informés, ne comprennent pas, du coup, on se retrouve des fois à perdre nos amis, à perdre des gens de notre entourage parce qu'ils ne comprennent pas forcément la maladie, parce qu'ils prennent ça à la légère, parce qu'ils pensent qu'on fait des chouchottes, etc. Mais sauf que
Non, et en fait, tout ça, ça vient aussi. Bon, bien sûr, il y a des gens qui sont un peu stupides, on va dire, mais je pense aussi que ça vient vraiment du fait qu'on n'est pas assez sensibilisé, que ce soit les hommes, les femmes. Et voilà. Et aussi, je pense que ce serait important de faire vraiment dans les suivis de femmes qui ont l'endométriose ou l'adénomyose et qui sont en couple, qui ont des conjoints, etc. Ou même des jeunes filles, voilà, avec leurs parents, etc. De mettre en place des suivis avec les familles ou avec le conjoint, parce que c'est aussi un rôle quand on a un conjoint ou une famille qui est là pour la personne qui est malade. C'est vraiment aussi un rôle à jouer, et c'est aussi très compliqué des fois enfin moi dans mon cas du coup c'est mon conjoint, mais pour le conjoint de gérer des fois tout ça au quotidien. Je sais que ça peut être très compliqué de voir ta femme ou ta copine vraiment à bout, qui pleure, qui a mal, qui ne peut pas marcher, voilà, qui ne peut pas manger certaines choses, qui ne peut pas sortir. Il y a vraiment plein de choses. Voilà, souvent quand on se confie à nos proches, des fois je pense qu'ils sont aussi un peu pris au dépourvu, qu'ils ne savent pas trop quoi forcément nous dire. Et je pense que c'est aussi important de penser à eux et de faire un suivi aussi avec eux, que ce soit pour eux et aussi pour aider du coup la personne qui est malade. J'espère que ça vous aidera, que vous allez peut-être vous reconnaître dans certaines choses que j'ai dit. Courage à toutes et à tous, du coup. Et voilà, merci beaucoup.